Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc commencer ce colloque dense sur le thème général de la visite. Et je pense que vous avez lu le programme, nous allons le découvrir en le parcourant pas à pas. Donc, je donne donc d'abord la parole à M. Guillaume Dezor, qui est directeur général adjoint du CHU de Poitiers. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci, cher professeur Gilles. Alors bon, je suis un peu impressionné de devoir parler en premier sur un sujet aussi important. D'abord, je vais saluer les intervenants. Monsieur le docteur Sariot, représentant du directeur de la délégation départementale de la Vienne, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Monsieur le président du colloque, professeur Christian Hervé. Je vous dois des salutations très distinguées et appuyées de Madame Anne Costa, qui aurait aimé être là, directrice générale du CHU. Bien sûr, Monsieur le doyen, cher professeur, Monsieur Gilles, un grand merci de cette invitation. À travers vous, je remercie également l'ensemble des responsables et des collaborateurs de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, qui mènent des travaux essentiels pour la qualité des soins dans les hôpitaux et dans les établissements médico-sociaux. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, c'est la formule retenue, je crois, pour n'oublier et ne vexer personne. Alors, c'est un honneur qui m'est fait d'ouvrir ces prises de parole pour accueillir ce colloque de l'espace régional de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. Je dois vous transmettre les excuses et les salutations de Madame Anne Costa, directrice générale du CHU, qui aurait vraiment aimé être présente aujourd'hui parce que le sujet de l'éthique en santé est un sujet qui lui tient à cœur. Je crois qu'elle a démontré dans sa carrière, mais elle est retenue à Dijon dans le cadre de la conférence des directeurs généraux de CHU. C'est sans aucune hésitation que Madame Costa m'a demandé de la remplacer et de prendre la parole devant vous pour vous assurer de la conviction de la direction du CHU de Poitiers de l'absolue nécessité de nourrir nos compétences médicales, paramédicales, techniques, administratives qui conduisent notre action quotidienne par une réflexion, par l'éclairage de scientifiques, de chercheurs, d'intellectuels, de praticiens qui portent un regard critique sur leur propre action pour délivrer des soins de meilleure qualité, plus humains. Et je ne veux pas amputer le temps de parole, car des personnes plus éclairées que moi, plus érudites, vont vous délivrer des messages importants et éclairer ce colloque sur une thématique originale et, je crois, essentielle, qui est la visite, signe de reliance, source d'humanité. Je crois. Je l'ai sous les yeux, donc c'est bon, c'est bien ça. Alors évidemment, j'ai peu d'apports théoriques à apporter parce que je suis un opérationnel et pas un intellectuel, mais je souhaiterais quand même simplement souligner les enjeux tout à fait essentiels pour l'action quotidienne des hospitaliers. Et on a l'exemple évident de ce qui s'est passé durant la crise de la Covid, où nous avons fait l'expérience de décisions exorbitantes du droit commun, avec la première d'entre elles, c'est la privation de la liberté d'aller et venir, qui s'est imposée à nous tous. Et en plus de cette privation de la liberté d'aller et venir, les décideurs hospitaliers, les décideurs des établissements médico-sociaux ont complété cette privation de liberté, sur une durée plus longue parfois, de limite du droit de visite des patients hospitalisés, des résidents dans les EHPAD ou dans les unités de soins de longue durée, et jusqu'à la privation de la dernière visite auprès d'un proche d'une dépouille mortelle. Sans doute, ces décisions étaient nécessaires, je ne sais pas, et je pense que les travaux de recherche questionnent et questionneront encore, analyseront les choix qui ont été faits pour nous éclairer sur l'avenir, parce que des crises sanitaires, nous en connaîtrons d'autres. Et je parle ici de la privation. Les intervenants nous éclaireront bien mieux que les quelques propos que je tiens, de ce qui fait de nous des hommes. Je crois que ça sera évidemment abordé. Nous ne sommes pas qu'assemblage d'atomes, et ce qui, comment dire, nous avons privé
nos patients, nos résidents, de ces liens sociaux qui ont pu apparaître non essentiels puisque susceptibles d'être supprimés dans l'intérêt supérieur de l'individu ou de la communauté pour préserver la communauté et limiter le risque épidémique. Néanmoins, nous avons bien vu les conséquences de décompensation psychologique, de malheurs de familles qui n'ont pas pu accompagner leurs patients, leurs parents, dire adieu, ou de patients qui, traités d'un point de vue, leur pathologie a été traitée, et pour autant l'esprit a pu en souffrir. Et on voit bien qu'il y a là un élément qui est consubstantiel à notre humanité, qui donc ne se limite pas à une dimension mécanique, physique. Et donc la visite, ça sera dit bien mieux que ce que je pourrais évoquer en quelques mots, mais la visite qui relie à sa famille, à son être social, l'être social qui trop souvent encore est laissé à la porte de l'hôpital ou à la porte de l'EHPAD. Et je sais que je pense que ce propos parle beaucoup aux soignants, aux médecins, aux paramédicaux. Et il y a là une quadrature du cercle à tenir entre soigner le mieux possible et en même temps soigner dans la dimension de l'humanité de la personne qui n'est pas un patient, qui est un patient mais qui a aussi une dimension sociale avant d'être un patient. Donc la Covid aura été une expérience inédite qui aura permis d'éprouver la capacité de résilience de nos organisations hospitalières et médico-sociales. Elles ont plutôt tenu, résisté dans la douleur, mais elles ont fait face. Et le temps de l'urgence, là c'est très important, ne se marie pas avec le temps de la réflexion. Aussi, il est essentiel, fondamental, de nourrir les acteurs de la santé, médecins, paramédicaux, décideurs administratifs, de nous nourrir par temps calme. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là où nous ne sommes pas confrontés à l'urgence de la décision qu'il nous faut nous abreuver de réflexions scientifiques, philosophiques, éthiques, pour nous permettre de prendre des décisions dans l'urgence plus éclairées. En des termes encore plus triviaux, nos cerveaux ne peuvent pas prendre de décisions éthiques dès lors qu'ils n'auraient à moudre que du vide. Et c'est là toute l'importance de préserver et soutenir. Je salue encore toutes les personnes engagées dans l'ERENA, de soutenir cette belle institution, de développer son audience auprès des professionnels de santé, des associations de patients, des responsables publics, pour que nous soyons meilleurs au moment de décider dans l'urgence. C'est d'autant plus essentiel qu'à l'ère de la post-vérité, chacun, souvent dans un grand dénuement intellectuel et scientifique, refonde sa propre morale. Bien souvent frappée au coin de l'ignorance et de la naïveté. Et par ailleurs, il faut bien le dire aussi, l'éthique n'est sans doute pas assez entrée dans les soins, car elle suppose aussi une remise en question de ceux qui soignent, de tous les hospitaliers, sans que nous ayons nécessairement été suffisamment armés lors de notre formation initiale pour tenir l'équilibre entre la prise en charge d'une pathologie et le soin que l'on doit à l'homme dans son humanité, avec ce que cela implique d'intimité, de dignité et de liberté. Alors, j'ai déjà trop parlé, je remercie une fois de plus le doyen Gilles, toute l'équipe de l'ERENA, pour leur dynamisme. Je suis très heureux que ce colloque se déroule à Poitiers et il est important de maintenir ce dialogue également, cet équilibre entre les trois piliers de l'ERENA, à Bordeaux, à Limoges et à Poitiers. Je salue bien sûr Madame Le Bihan, qui est aux côtés du doyen Gilles, Madame Florence Agasque, que je vois, et l'ensemble donc des équipes, chercheurs, professionnels en santé, qui sont venus ce jour à Poitiers pour nous partager le fruit de travail parfois très long, très fastidieux, et sur une journée, c'est très court, nous délivrer des messages que nous devons garder précieusement, qui ne font pas toujours sens immédiatement, mais comme le disait Rabelais dans le quart livre, avec les paroles gelées, à certains moments, les paroles dégèlent dans un contexte et nous éclairent sur l'action que nous avons à mener, et nous avons terriblement besoin de ces moments-là. Un grand merci de tout votre travail et je vous souhaite un très bon colloque à toutes et tous. Merci, monsieur le directeur. La parole est à monsieur Sarriou, docteur Sarriou, conseiller municipal de l'ARS départementale.
Merci, professeur Gilles. Je salue les panélistes et très honoré d'être sur le panel tel qu'il est. J'ai fait ma formation à René Descartes. Professeur Gilles, on s'est croisés au CTS. C'est des hommes, on s'est déjà rencontrés. Moi, je vous transmets, d'abord, je vous salue tous et je remercie les RNA et le professeur Gilles pour l'invitation, Madame Le Bihan, et puis tout protocole observé, qui est la formule consacrée en Afrique de l'Ouest, en vos titres et grades et positions. Mais je dois dire que je suis très heureux d'être là. C'est un thème pour moi qui est très important. Et pour l'ARS, je suis là en place du docteur Benjamin Davillers, qui a été retenu ailleurs, mais c'est évidemment dans son soutien à RNA, à cette réflexion, un thème très important. Le professionnel se joint des fois au personnel et je fais une petite allusion à ce milieu de crise Covid où mon premier voyage a été pour venir rendre visite à ma mère qui a dû être opérée d'une hanche à un âge avancé et qui a vécu très mal ce moment où il y avait l'isolement et qui m'a dit des mots que je crois on retrouve dans certains écrits du professeur Gilles, qui m'a dit « je ne veux pas mourir en prison ». Je lui ai dit « tu n'es pas en prison, tu ne vas pas mourir en plus », mais n'empêche que dans son vécu c'était ça. Et donc je trouve que c'est très important qu'effectivement on fasse ce travail de retour sur quelles sont les décisions qui ont été prises dans l'urgence, comment est-ce qu'on peut les prendre et qui doit être inclus dans les cycles de décision pour que justement on devienne plus sage dans la prise de décision. Alors, j'ai découvert un petit peu du travail du professeur Gilles, notamment de cette mission sur le droit de visite et le lien de confiance, et j'ai lu cette phrase qui m'a paru très forte. « Trop souvent, les dispositions prises ont essentiellement ciblé les dimensions biologiques de la pandémie, sans accorder l'attention nécessaire aux dimensions psychologiques, sociales, anthropologiques qui donnent sens à la vie. » C'est un rapport très intéressant, très informatif et qui a donné des pistes, on y reviendra un petit peu, mais ça m'a ramené moi sur cette définition de la santé, une définition un peu globale de la santé que l'Organisation mondiale de la santé avec tous les participants nous avait donnée dès 1946 qui disait que la santé ce n'est pas juste l'absence de maladie mais c'est un peu l'utopie créatrice, un état de bien-être physique, mental et social. Bon, on ne va pas toujours atteindre le bien-être parfait physique, mental et social, certains ajoutent spirituel, mais on n'atteint pas toujours l'utopie, mais en tout cas c'est bien de se rappeler que la santé c'est pas juste la lutte contre la maladie, c'est aussi vraiment regarder ce côté humain dont M. Desormes nous a parlé déjà. Alors, je n'ai pas beaucoup de philosophie à ajouter là-dessus. Je pense que vous allez vraiment pouvoir aujourd'hui échanger. Je participerai autant que je le peux, mais vous allez pouvoir échanger justement sur des questions pratiques, des questions philosophiques, des questions éthiques, en sachant que tout ça, ça doit être pratique. Mais s'il n'y a pas de réflexion plus large, la pratique a tendance à se centrer sur des habitus qui ne sont pas forcément les plus constructifs. Donc, je pense que cette journée est une bulle d'oxygène vitale pour aider les praticiens à avancer. C'est le moment de mentionner en tant qu'ARS et en tant qu'on se réjouit de voir en tout cas arriver des notes bienvenues dans la loi Bien vieillir qui est sortie. Je sais qu'il y a des débats sur etc. Mais je note cette double recommandation qu'on a dans la loi, enfin ce double titre, qui dit que les personnes hébergées en EDS ou EHPAD se voient reconnaître un droit de visite quotidien de toute personne qu'elles consentent à recevoir sans information préalable de l'établissement. Et la loi ajoute, c'est un droit absolu de recevoir une visite pour les personnes en fin de vie ou soins palliatifs, même en cas de crise sanitaire. Et le rajout est pour mettre ce terme absolu, un droit absolu. Donc je pense qu'il faut toujours construire sur les progrès et quelles que soient les opinions des uns et des autres, je pense qu'à l'ARS on a pris à cœur de voir ça et on attend et on va vouloir travailler sur comment on met ça en action, en appui aux professionnels de terrain.
Je ne vais pas m'étendre davantage, mais juste pour dire que dans ce rapport de mission, dont le professeur Gilles, je crois d'ailleurs, était un des premiers auteurs, ou le premier auteur, il y avait des recommandations, certainement reprises dans la loi, mais je pense qu'il y avait certaines qui m'ont interpellé. Je ne vais pas vous faire une énumération de toutes les recommandations, mais bien sûr, il y avait affirmer le droit de visite, c'était la première, et nous sommes là aujourd'hui. Mais il y avait aussi d'autres sous-thèmes ou thèmes qui étaient là, où on parlait du rôle de bénévoles. Donc ça veut dire des citoyens. Moi qui ai fait beaucoup de santé communautaire et qui suis un professionnel de santé, je crois que c'est vraiment important de travailler à ça. Et justement, une des recommandations de cette mission, c'est de réussir l'alliance entre les proches et les institutions. On sait que les institutions comme les EHPAD sont en tension, on le sait tous, on travaille à les appuyer, on travaille à des systèmes plus ouverts, des systèmes d'appui, etc. Mais on sait aussi que la santé, on ne va pas y arriver tout seul et qu'il faut que les citoyens, il faut que les proches, il faut que les aidants puissent être partie prenante et ne pas se trouver dans des situations de confrontation, mais des situations de partenariat pour travailler là-dessus. Et qu'il va falloir, dans les recommandations encore de cette mission, faire évoluer les pratiques professionnelles. Et donc moi je pense que vraiment c'est vraiment un axe important de réfléchir comment est-ce qu'on construit l'éthique médicale et la visite dans la diversité des acteurs et reconnaître à chacun son agence, sa responsabilité et son droit, je dirais, y compris les professionnels qui sont dans des situations difficiles, mais y compris les proches et les aidants. Et là sont toutes les tensions sur lesquelles je pense que vous allez réfléchir aujourd'hui. Donc encore une fois, je cite ce rapport pour conclure, où il est parlé d'actes citoyens respectueux des règlements, conscients de leurs limites, persuadés que leur mission était de contribuer, on parle des actes citoyens, était de contribuer à améliorer les règlements. Et justement, un terme qui m'a vraiment marqué, on parle d'une loi perfectible en humanité. Et donc chaque loi peut être une avancée. Bon, il y a des lois qui sont des reculs, mais là on n'en est pas là, je pense que c'est une avancée. Et bien sûr, c'est une loi perfectible en humanité. Et je pense que vous êtes ici aujourd'hui, et je m'en réjouis, et je me réjouis d'écouter la partie que je pourrais écouter, pour réfléchir sur justement comment on amène cette perfectibilité en humanité. Donc au nom de l'ARS, je vous remercie pour cette invitation, je vous souhaite une grande journée et je souhaite surtout que cette réflexion, cet oxygène d'aujourd'hui nourrisse notre réflexion collective dans notre travail pour les populations et dans ce cas-là les personnes vulnérables qu'on appuie. Merci encore.